Une mauvaise nuit de sommeil, ça arrive à tout le monde, mais sachez qu'il existe beaucoup, voire de nombreux éléments autour de nous qui nuisent à notre sommeil. C'est pas moi qui va vous les nommer, oui, mais vous en parler davantage, non. C'est Dr Maude Bouchard qui est avec nous, qui est toujours hyper efficace. Alors, c'est parti. L'anxiété, la ménopause, l'andropause, le stress. Maude Bouchard, salut. Salut. Maude, ce sont des éléments qui, j'ai l'impression, nuisent à notre sommeil, mais rappelez aux gens que tu es neuropsychologue, mais également directrice de la recherche et du développement chez Aléo, qui est une clinique de sommeil virtuel. Tu sais, le sommeil, on l'a dit, on a parlé déjà d'insomnie, on a parlé des bases même du sommeil, mais j'ai l'impression qu'il y a plein d'éléments autour de nous qui peuvent nuire à notre sommeil, puis qu'on peut ne serait-ce que changer certaines habitudes pour améliorer notre sommeil. Certainement. Alors, j'ai envie de te demander, il y en a une longue liste, mais c'est quoi l'élément numéro 1 en ce moment, dans la génération dans laquelle on vit, la vie de tous les jours, qui nuit le plus à notre sommeil? C'est une grosse question. On dirait que j'en ai deux en tête. Est-ce que je peux en nommer deux? Ben vas-y. On va tous les nommer, mais lesquels? D'emblée, comme ça, j'aurais envie de dire le stress et j'aurais envie de dire le fait qu'on est tout le temps connecté. Puis pas juste à nos écrans, là, mais le fait que les gens peuvent nous rejoindre tout le temps. Le travail, on reçoit un courriel, ça sonne sur notre montre pendant qu'on est en train de faire du sport. Je dirais ces deux éléments-là. Bon, par lequel on commence? Non, mais en même temps, on dirait que ça me surprend pas. On est dans une espèce de mode de vie comme ça. On court, on est pressé, on est stressé. Effectivement. Ben, j'ai envie de commencer avec les écrans. Parce que je pense que ça touche tout le monde, même les enfants aujourd'hui qui sont connectés là-dessus. Je pense qu'on n'en parlera jamais assez. Mais je vais quand même te challenger. Allons-y. Je cherche encore à comprendre la fameuse lumière bleue, à quel point les écrans, ça nuit à notre sommeil. Je veux que tu m'expliques concrètement pourquoi, puis que tu nous dises carrément arrêter ce genre d'habitude-là. Oui, bien certainement. En fait, là, la lumière, c'est important pour notre cerveau. À la base, j'ai parlé dans d'autres balados des rythmes circadiens, hein, le fait qu'on a des hormones spécifiques qui sont sécrétées la nuit pour dormir, puis d'autres qui sont sécrétées pendant le jour pour qu'on soit réveillé, qu'on fasse nos trucs. Et la lumière, c'est un synchronisateur pour le cerveau, pour justement nous dire de sécréter ces hormones-là. OK. Vous avez peut-être déjà entendu, les gens qui nous écoutent, c'est important de s'exposer à la lumière naturelle le matin ou même pendant la journée. C'est pour ça, c'est parce qu'on a vraiment des petites cellules dans nos yeux qui parlent à une structure dans notre cerveau qui est une horloge biologique qui aide à synchroniser justement ces hormones-là. Et quand il y a de la lumière, ben ça dit, OK, c'est le temps de sécréter A, B, C, D et pas les hormones de sommeil. Et quand la lumière diminue en soirée, c'est là où le signal se fait comme quoi, oh, là, je dois commencer à sécréter des hormones de sommeil. Donc, à la base, juste la lumière naturelle et le cycle lumière-obscurité est super important pour le cerveau puis pour notre sommeil. Donc, on vient un peu détruire ça avec nos écrans? On vient comme dire au cerveau que finalement, c'est le jour tout le temps. Donc, à ces écrans-là, puis je vais faire une distinction parce que l'écran doit être assez près du visage et quand même assez gros pour avoir cet impact-là. Donc, tu sais, la télévision, si on est assez loin, si elle n'est pas trop grosse, généralement, ça ne va pas inhiber la sécrétion d'hormones de sommeil. Okay. Donc, on fait la distinction. Non, mais c'est super important. Il y a une nuance à apporter entre un écran de télé et un écran de cellulaire ou de tablette. Un ordinateur ou un écran où est-ce qu'on est très, très près de ça. Et là, c'est très, très clair. Ça a plus de chances d'avoir un impact. Côté lumière, hein, là, connexion, si on est en train d'écrire des emails, tout ça, c'est pas la lumière qui va être le plus grave. Mais en quoi la lumière, tu sais, maintenant, maintenant, tout le temps, mais on peut diminuer la luminosité. Donc, ça aussi, c'est important de le faire? Ou est-ce que ça change vraiment quelque chose? C'est pas clair dans les études scientifiques, en fait. Là. Puis il y a des études scientifiques qui démontraient il y a quelques années que justement la lumière bleue d'un cellulaire inhibait la sécrétion de mélatonine, avait un impact sur le sommeil. Puis là, il y en a d'autres qui sortent comme quoi c'est pas si clair que ça parce que c'est petit. Puis par contre, comme on veut avoir des routines de sommeil le soir, comme on veut apprendre aussi à déconnecter, à être capable de bloquer certaines pensées. Hein. Il y a des gens, des fois, qui vont me dire, je m'en vais me coucher, puis c'est là où je pense à plein d'affaires. Le classique. Ça reste
une bonne partie de l'hygiène de sommeil, d'essayer d'avoir un petit peu de temps sans ces gadgets-là avant d'aller se coucher, que ce soit la lumière ou que ce soit le stress ou que ce soit peu importe qu'est-ce qui cause ça. Je pense que ça peut valoir la peine d'essayer d'avoir une routine de sommeil un petit moment sans ça pour apprendre à son cerveau que c'est correct de déconnecter 15 minutes. Sincèrement, c'est facile à faire. Là. C'est juste, faut le faire. C'est facile. C'est rien de plus simple. Pour vrai, là, le téléphone cellulaire, revenons au... Puis, même moi, je trouve pas ça facile. Ben moi non plus. puis je dis, ouais, mais moi, c'est mon cadran. Mais oui, mais revenons au cadran traditionnel. Parlons de stress. Ouais. La maladie du siècle, c'est ce que j'ai envie de dire. À quel point ça nuit au sommeil, le stress. J'imagine que c'est large là, comme sujet, là, puis ça dépend de ton niveau de stress, d'anxiété et tout. Mais tu sais, t'as quand même nommé comme élément majeur de nuisance au sommeil. Oui, c'est vrai. J'ai nommé le stress. En fait, lorsqu'on est en réponse de stress, notre corps est activé parce que, puis je pense que tu vas avoir des invités qui parlent peut-être de Sonia stress. Lupien, qui est une des bonnes vulgarisatrices Donc, je ne veux pas m'avancer. Elle est excellente pour en parler, mais l'idée, c'est qu'on est activé. Il y a une énergie qui se passe dans notre corps pour faire face à des menaces autour de nous. Et quand on est comme ça tout le temps, ben le stress chronique, ça peut amener certaines problématiques, mais en soirée, si on en vit souvent ou si on est dans un stress aigu à ce moment-là, c'est bien difficile de dormir parce qu'en réponse de stress, notre cœur bat plus vite, la tête va à 100 000 à l'heure parce qu'on est allumé, il y a des menaces, on doit y faire face. C'est pour ça que je parlais de la routine de sommeil tantôt aussi, c'est pour ça que je parle d'aider le cerveau, le corps à être capable de se déconnecter. Ça se pratique. C'est des choses qu'on peut faire pour être capable de faire diminuer ça. Puis, je vais refaire une autre parenthèse par rapport à ça parce que j'ai parlé de rythme circadien et d'hormones de sommeil comme la mélatonine, mais il y a aussi dans ce cycle de 24 heures-là, des fluctuations au niveau de notre cortisol. Donc, le cortisol, ça peut être vu comme l'hormone du stress. C'est ce qu'on sécrète s'il y a une voiture qui fonce vers nous puis qu'on pense qu'on va se faire frapper. Ouais. Sauf que c'est pas juste ça, le cortisol. À la base, là, sans stresseur autour, il y a une fluctuation sur 24 heures du cortisol. C'est aussi l'hormone de la vigilance. On a besoin de cortisol pour être éveillé, pour être capable de fonctionner. Et donc, le cycle du cortisol dans la journée, le matin, très élevé pour qu'on puisse se mettre en action. D'ailleurs, des fois, j'ai des gens qui me disent qu'ils se sentent stressés quand ils se réveillent le matin, tout ça, puis je leur explique, tu sais, la courbe du cortisol, il peut y avoir une partie physiologique à ça. Et en soirée, le cortisol, naturellement, tend à diminuer pour qu'on soit capable de s'endormir. Il y a certaines populations chez qui c'est pas le cas. Je pense aux gens qui sont en dépression, par exemple. Ce qu'on voit, c'est que leur taux de cortisol en soirée est plus élevé. Donc, ça peut amener des problèmes de sommeil. Donc, le stress va juste affecter notre sommeil. Puis malheureusement, quand on dort pas assez ou qu'on dort moins, ça affecte notre sécrétion de cortisol. Notre corps est plus capable de gérer le cortisol de la même manière. Donc, en privation de sommeil, un stresseur est plus stressant que quand on dort bien aussi. Donc, l'important, c'est d'évaluer un peu son niveau de stress pour que ça ne devienne pas une nuisance. Effectivement, puis de bien dormir, parce que ça va aider à gérer notre stress pendant la journée. Autre élément, il y en a plusieurs. Si je te parle, je mets dans le même bateau la caféine, l'alcool. Un mot là-dessus. Mauvais. Non, c'est pas vrai. En même temps, qu'est-ce que t'aimes pas, l'alcool ou la caféine? Non, mais en soirée. Il y en a pour qui? Pourquoi il y en a la caféine qui vont prendre un café en plein milieu de la soirée, à la fin d'un repas, puis qui dorment? Moi, je comprends pas ça. Mon père fait ça. Oui? Mon père a fait des horaires. Il a eu des horaires atypiques toute sa vie, il travaillait de nuit. Il arrivait avant de se coucher, il prenait un café. Des fois, je lui dis, là, parle pas de ces habitudes-là. Moi, je parle de sommeil, là, maintenant, là, dans les médias. Oui. Mais puis lui fait partie de la petite catégorie de gens qui est correct avec ça, puis qui est capable de dormir. Bon, mais c'est pas la majorité. La caféine, souvent, c'est que ça peut devenir un cercle vicieux. On dort moins bien, on prend plus de caféine. Oui, on prend plus de caféine, on dort moins bien. Et là, on embarque dans un cycle. Donc, ça peut être très bien, la caféine, si on l'utilise le matin, tout ça. Mais en général, essayons d'arrêter en début d'après-midi. Il y a des différences individuelles là-dedans. Il y a des gens qui le tolèrent mieux que d'autres, qui réagissent plus. Moi, personnellement, j'en prends pas tant de la caféine. Moi non plus. Le matin, après-midi, je vais me réveiller toute la nuit. Si je prends la caféine, même avant d'enregistrer ça, là, je vais parler. C'est trop. Fait que ça, c'est moi. Tu sais, je me connais, je fais attention à ça. Il y en a d'autres qui ont besoin, ils en prennent 2-3 dans la journée, sont habitués, ça n'affecte pas leur sommeil. Si j'ai des patients qui viennent, qui ont de la misère à s'endormir, qui se réveillent beaucoup pendant la nuit et qui ont une consommation de caféine assez grande, on va peut-être essayer de la diminuer un petit peu.
on trouve un compromis. S'il y a 5 cafés dans la journée, ben, on va peut-être y aller à 4. Le dernier, ça va être un décaf. Puis au lieu de finir à 3 heures, on va peut-être finir à 1 heure, midi. On essaie de trouver des choses comme ça. Puis ça peut valoir la peine. Même chose pour l'alcool. L'alcool... C'est rare qu'on... Ben écoute, il y en a qui apprennent à 7 heures le matin, mais je veux dire, l'alcool en soirée, est-ce qu'elle nuit au sommeil réellement? Encore là, on parle d'une dose normale. On soupe, toi et moi, dans un restaurant, puis on prend une coupe de vin ou 2. Est-ce que ça va vraiment nuire? Est-ce que ça dépend de la personne? Ça va nuire au sommeil. Ça va nuire à l'architecture du sommeil, en fait. Il y a des gens qui... Je trouve ça beau, l'architecture du sommeil. Oui, comment c'est construit le sommeil. Mais ça nuit à quel niveau? En fait, c'est qu'on se réveille plus, on passe moins de temps dans les stades de sommeil profond, plus de temps dans les stades de sommeil léger. Et ça peut même jouer avec notre température là, pendant la nuit, qui est impliquée. On a vraiment une baisse de température en soirée pendant la nuit. C'est important pour le sommeil. Et ça peut venir débalancer un peu ces choses-là. Donc, certaines personnes pensent que des fois, on prend un verre de vin, on est relax. Oui. Puis là, on s'endort. Va bien dormir. Tout ça. Malheureusement, après ça nous rattrape parce que le sommeil est moins bon. Donc, si les gens prennent de l'alcool pour s'endormir, il y a d'autres méthodes beaucoup plus efficaces. Après, moi, je ne prône pas là, d'arrêter ça. Non. Mais encore une fois, si j'ai des gens qui vivent de l'insomnie, qui ont de la misère à dormir, puis qui ont une consommation d'alcool en soirée, quelques verres de vin en soupant, ou on va peut-être essayer de le travailler un petit peu, soit de réduire la quantité, puis d'allonger le nombre de temps entre la dernière consommation et le moment où est-ce qu'on s'endort, pour aider notre sommeil. Mais je pense que c'est là l'erreur qu'on fait dans le sens où les méconnaissances, si on peut dire ça comme ça, on n'a pas l'impression que ça a des effets, mais oui, dans notre sommeil profond. Et c'est incroyable à quel point, effectivement, l'alcool faut vivre peut jouer. Quand même. Oui, ça, c'est intéressant. C'est important de le dire. C'est une question de dosage, finalement. Exact. Manger tard, les collations, à quel point manger trop tard est nuisible à notre sommeil. Ça aussi, ça l'est. Ah ouais, hein? Ben oui. Tu auras compris que j'ai choisi des éléments dont je me doutais, mais qu'on n'a pas nécessairement le réflexe de penser. Oui. Donc, ça, c'est, tu sais, on parle d'hygiène de sommeil en ce moment-là, tu sais, de choses qu'on peut peut-être modifier assez facilement, qui peuvent être super positif pour notre sommeil. Donc, de garder un 3 heures entre le moment où on termine de manger puis le moment où on s'endort, c'est super. Après, des fois, ce ne sera pas 3 heures. Maude, je te coupe en partant. Okay. J'ai une image en tête qui m'est arrivée hier. Mes enfants ont du sport le soir. Je joue au basket, une pratique. Ils reviennent avant de se coucher. Ils ont faim. Hier, mon gars mangeait 3 toasts. Ben oui. OK, mais il se couche après. Bien? Il dort super bien. Bon. Alors, OK, ça arrête. Non, mais pour vrai, parce que 3 heures, ça m'apparaît beaucoup. On a peut-être cette mauvaise habitude de prendre une collation avant de se coucher. Bien, puis j'ai aussi souvent l'adulte en tête. Quand je parle, là, moi, je traite des adultes. Fait que souvent, je vais avoir l'adulte en tête, l'enfant, et je veux dire, il a faim, il mange. Ta croissance. Fait que la première question à se poser, c'est est-ce que je dors bien? Est-ce que j'arrive à bien m'endormir? Est-ce qu'une fois que je suis endormie, j'ai une belle qualité de sommeil? Est-ce que dans la journée, je fonctionne bien? Donc, tu sais, à ce moment-là, on a toujours un peu plus de jeu. Hein? Oui, tout à fait. On peut regarder notre cellulaire, on peut prendre une petite collation. Sauf que pour les gens, puis c'est quand même 10 à 20 de la population qui a de l'insomnie chronique. C'est des millions de personnes. Pour ces gens-là, des fois, ça vaut la peine de faire du ménage dans ces trucs-là et donc de se garder une période un peu plus longue avant d'aller se coucher par rapport à la nourriture. Après, si on mange une collation, c'est mieux de prendre quelque chose qui se digère bien, qui n'est pas trop épicé, qui n'est pas juste quelque chose qui va bien être toléré par notre organisme. Mais c'est sûr que quand on est en train de digérer, le corps n'est pas 100% en train de dormir. OK, donc c'est ça l'enjeu finalement de manger. Est-ce que je me trompe ou plus on vieillit? Et là, je vais me mettre dans cette catégorie. Moi, plus je mange tard, plus je dors mal. Hey, moi aussi. Et puis c'est occasionnel dans le sens que, tu sais, par exemple, je reviens là, le week-end, on a un souper, on va chez des amis, puis je soupe à 9 h. Hey, je dors mal toute la nuit. Je me dis, je suis rendue là. Je suis rendue là dans ma vie. C'est normal? J'ai tendance à dire que je le vis. C'est drôle parce que dernièrement, je le vois. Oui. Puis, il y en a des changements en vieillissant. Ah oui. Mais dernièrement, même chose. Puis là, c'est pas scientifique ce que je dis, mais moi, mon expérience, si je mange, plus je mange tard et plus je mange beaucoup, si je mange des grosses portions, mon Dieu que le sommeil n'est pas bon. Je me réveille. Des fois, je rêve à des affaires bizarres. Ah ouais, hein? Mais bon, ça n'a peut-être pas de lien. Là, mais... Moi, je retiens le 3 heures. Idéalement, ça nuit à notre sommeil. Dans la même ligne de pensée, le sport le soir, c'est bon ou c'est mauvais? C'est quoi le meilleur timing, excuse-moi l'expression, l'anglicisme, mais pour s'entraîner? C'est tellement une bonne question. J'aime ça, parler de ça. Puis moi aussi, j'utilise toujours le mot timing. J'en ai pas trouvé de meilleur pour dire ça. Fait que le sport, déjà là, s'entraîner, c'est bon.
faire de l'exercice physique, c'est bon. Donc, si le seul moment que vous avez pour bouger, c'est en soirée, faites-le, mais ajustez certaines choses. Je vois beaucoup de patients qui, par exemple, ont de la danse le soir ou vont aller jouer au hockey ou peu importe, et ils reviennent tard. Et là, après de l'activité physique, notre corps est fatigué, mais notre cerveau est super allumé. Et là, ils se disent, je dois aller me coucher parce que faut que je me réveille, tout ça. Et ils vont se coucher quand même. Et là, c'est là que le petit hamster part, puis ils sont pas capables de s'endormir. Ils stressent de pas être capables de s'endormir. Donc, moi, ce que je leur dis, c'est allez vous coucher plus tard. Ça a l'air bizarre de dire ça, mais tant qu'à aller se coucher super réveillé, puis à stresser de pas dormir, puis de spinner, c'est bien mieux de prendre un petit peu plus de temps, prendre le temps de se relaxer. Dormir moins cette nuit-là, mais au moins bien s'endormir. Donc, décaler un petit peu l'horaire de sommeil quand on s'entraîne en soirée. Si on a le choix, par exemple, si on est capable de s'entraîner à d'autres moments, faisons-le. C'est-à-dire que le matin, ça peut être très, très bien, surtout pour les gens, ça a l'air contre-intuitif, là, mais qui ont de la misère à se réveiller ou à se mettre en action ou de l'activité physique, autant que la lumière, c'est bon. Pour nous, ça nous réveille. Fin de la journée, début de la soirée, non seulement pour peut-être, si on parlait de stress, évacuer cette énergie-là qu'on a accumulée pendant la journée, ça peut être aussi un bon moment. Puis, il y a des études scientifiques qui démontrent que de l'activité physique en fin d'après-midi, début de soirée, c'est bénéfique pour la qualité du sommeil par la suite. Donc, matin, fin d'après-midi, début de soirée, si on n'a pas le choix, on le fait le soir. Mais moi, je suis pareil, là, je fais de la nage synchronisée, en fait, là, puis c'est de soir, une fois par semaine, avec des amis, puis on fait du social. Mon Dieu, que je m'endors tard. Ah ouais, mais c'est un bon truc, se coucher plus tard. Oui, tout à fait. Je veux qu'on parle de luminothérapie. Là, tu vas me dire où je m'en vais avec ça. Il y a cette tendance-là depuis les dernières années. On en voit partout, au Costco, dans n'importe quel magasin. Je ne peux pas les nommer, mais des lumières de luminothérapie. On dit à quel point c'est efficace. Il y en a qui y croient plus ou moins. J'ai déjà fait le test mode de le faire en soirée. Je voulais voir à quel point j'allais mal dormir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai effectivement... Pour vrai, je pense que j'ai fait de l'insomnie toute la nuit. À quel point ça a eu un effet vraiment bénéfique et non, là, mais à quel point ça a fonctionné. Ça a réveillé. Ça a réveillé. T'as envie de me dire quoi sur ces lampes de luminothérapie-là? Moi, je suis de l'école que c'est efficace pour se réveiller, en fait. Là. Donc, puis aussi, on l'utilise beaucoup, puis on en reparlera, mais chez les gens qui ont des heures atypiques, qui doivent être réveillés à des moments où le corps est en train de dire c'est le temps de dormir. Chez les gens aussi, tu sais, des gens qui travaillent dans un bureau pas de fenêtre toute la journée, tout le temps, c'est pas bon. Le cerveau, il a besoin de cette lumière-là. Rappelez-vous ce que je vous disais sur les rythmes et la lumière. Donc, d'utiliser une lampe comme ça qui vient un peu mimiquer la lumière du soleil puis de dire au cerveau, c'est le jour, c'est correct, t'as ta lumière. C'est bon pour notre cerveau et pour le cycle éveil-sommeil aussi. Mais à quel point, comme on parle d'éléments qui empêchent notre sommeil, à quelle heure il faut arrêter de faire la luminothérapie? On n'en fait pas le soir, ça, c'est sûr. On en ferait le matin. On peut en faire, sur l'heure du midi, début d'après-midi. Mais même principe, rappelez-vous, 2 à 3 heures avant, on veut diminuer la lumière. Donc, ce contraste-là pour le cerveau est important. Donc, c'est quelque chose à utiliser plus, je dirais, le matin. Pendant la journée. Qualité du matelas, les oreillers. Est-ce qu'on les néglige un peu trop? Est-ce que c'est une belle nuisance pour le sommeil? Il faut être confortable. Sinon, c'est important, notre environnement. Si on parle de la chambre à coucher en tant que telle, le plus sombre possible, fraîche, plus frais que dans le reste de la maison. Puis, tu sais, des draps qu'on lave, qui sont propres, qui sentent bon, un matelas qui est confortable pour nous. Tout ça, c'est des trucs qui font en sorte qu'on a le goût d'aller se coucher le soir puis qu'on est bien. Puis même, j'irais plus loin, faire le ménage de sa chambre. Tu sais, être dans un environnement qui est propre, est-ce que c'est vrai, rangé. Une chambre bordélique, encore là, j'ai des réflexes de penser aux enfants, mais même chez les adultes, on laisse traîner des affaires. C'est pas scientifique, mon affaire, là, puis je devrais parler juste d'affaires scientifiques, sauf que si je pense au bien-être, puis si je pense au fait d'être bien dans cet environnement-là, de se sentir calme, je pense que ça vaut la peine. Fait que des fois, il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'aller s'acheter un nouveau matelas ou qui, première étape, faire un beau ménage, tu sais, que ce soit propre dans notre environnement, que ce soit sombre, frais, puis de la lumière le matin quand on se réveille. On va parler d'un dossier qui, je pense, pourrait faire un balado complet, les siestes. Et c'est vrai. Éventuellement, on en fera un, si jamais. Ça serait le fun. Je pense que oui. À quel point les siestes sont bénéfiques ou nuisibles au sommeil? OK, allons-y. J'ai 2 minutes probablement à peu près. T'as le temps que tu veux, Maude. T'as le temps.
Mais tu sais, on le fait globalement, là. Mais éventuellement, on en parlera des siestes parce qu'il y a toutes sortes de types de siestes, toutes sortes de croyances aussi. Mais est-ce que c'est bon d'en faire? Pour la majorité des gens qui n'ont pas de problème de sommeil, ça peut être bon des siestes. Des courtes siestes, généralement, si on se sent somnolent pendant la journée, c'est suffisant pour faire partir la somnolence. Donc, en bas de 30 minutes, ça pourrait être 15-20 minutes. OK. Courte sieste, là. Le fameux power nap qu'on appelle. C'est quoi la règle? 15-20 minutes quand on dépasse en bas de 30 minutes. OK, en bas de 30 minutes. Puis, ça fait aussi que quand on va se réveiller, on va se sentir moins gommé parce que plus la sieste est longue, plus des fois, on est dans les vapes. Après, c'est un phénomène qui s'appelle l'inertie de sommeil. Donc, courte sieste, quand on se sent somnolent, ça peut aider. C'est un outil qu'on utilise aussi avec des gens qui ont des horaires atypiques. Si on a des problèmes d'insomnie la nuit, donc difficulté à s'endormir, à rester endormi, il faut faire attention aux siestes un petit peu plus parce que le sommeil qu'on prend de jour, c'est du sommeil qu'on n'a pas la nuit. Et donc, si on a tendance à faire soit des longues siestes ou des siestes très tard en journée, ça peut affecter notre sommeil de nuit. Donc, souvent, là, en traitement, les gens qui ont l'insomnie, on va soit couper la sieste complètement ou s'assurer qu'elle est courte et qu'elle est faite en après-midi, mais pas plus tard pour que ça n'ait pas d'impact pendant la nuit. Mais on entend cette phrase ou ces études disant que la fameuse sieste de 15 minutes serait bénéfique pour tout le monde en plein milieu de l'après-midi. Est-ce qu'il y a des moments où la sieste est mieux et qu'il y a moins de répercussions sur notre sommeil si on met de côté les gens qui souffrent d'insomnie? Bien, culturellement, là, dans le monde, il y en a qui font la sieste en milieu d'après-midi et ça revient au rythme circadien. J'ai dit que la température corporelle diminue en soirée puis pendant la nuit. Et en journée, elle remonte, sauf qu'il y a un creux de température en début d'après-midi. Et donc, quand on se sent somnolent des fois en début d'après-midi, les gens vont dire « Ah, c'est parce que je viens de manger un gros lunch. » C'est pas ça. C'est notre température qui diminue, il y a un creux à ce moment-là. Donc, oui, c'est un moment propice généralement pour aller faire une courte sieste si on en a la chance. J'aime ça parce qu'il y a des gens qui vont se servir de ça. « Ah, la poutine, j'ai mangé. » C'est pas grave, c'est pas ça. Non, c'est ça. Le cycle de sommeil. Exactement. Il y a encore quelques éléments. L'exposition aux actualités stressantes. Moi, j'ai cette fâcheuse habitude le soir de prendre mon téléphone. Mais en partant, j'ai 2 fâcheuses habitudes. Prendre le téléphone, mais aller regarder ces nouvelles négatives. Et Dieu sait qu'on est bombardé, je ne vais pas faire de jeu de mots, mais par ce genre de nouvelles-là. Est-ce que ça nuit à notre sommeil? J'ai envie de te poser la question. C'est quoi les impacts, toi, sur ton sommeil? C'est une bonne question. Je me questionne justement à quel point ça nuit. Ça peut nuire dans la personnalité anxieuse que je suis, dans le créer des scénarios. Ça fait partie de ma personne. Mais j'ai l'impression parfois que j'ai la misère à voir où ça peut nuire vraiment dans mon sommeil. Est-ce que je vais me réveiller plus de fois dans la nuit? Peut-être. Mais tu sais, on l'entend souvent, cette phrase-là. Puis j'ai pas ce sentiment-là, mais en même temps, je pense que ce serait pas je devrais pas le faire. Ça revient à la déconnexion, finalement. Je pense que, tu sais, d'avoir un moment où on déconnecte pour se calmer, ça se peut, mais ça se peut que toi, là, dans ton cas, de regarder ça crée un certain calme. C'est une habitude que tu as pris qui est plaisante et qui fait du bien. Tu sais, on parle d'hygiène de sommeil aujourd'hui, puis on parle de ce qui est bon, ce qui est pas bon. Mais c'est pas toujours noir et blanc non plus. Hein? Donc, on est des humains, puis on a le droit on veut pas non plus nourrir une anxiété de performance en lien avec « Ah, je devrais faire ça. » Le sommeil, là, moi, j'appelle ça, c'est comme une vague. Là. Ça vient, ça part. Naturellement, le cerveau, le corps, il est là pour le réguler, le sommeil, pour rattraper quand. Donc, si la plupart du temps, si on a plein de bonnes habitudes puis qu'on en a une moins bonne, qui est de regarder les nouvelles avant d'aller se coucher, est-ce que c'est la fin du monde? Non. Par contre, si regarder ces nouvelles-là, ça nous active vraiment beaucoup et que là, ça nous empêche de nous endormir après, mais là, on peut se poser des questions puis dire, OK, je peux-tu déplacer le moment où je vais regarder ça, par exemple? Ou les éliminer, tout simplement. Je termine avec un truc qu'on voit de plus en plus, les fameuses technologies, les applications de suivi du sommeil. Il y a des bagues maintenant, il y a des montres maintenant. Est-ce que ça fonctionne réellement? Est-ce qu'on peut se fier à ces données-là? Ou est-ce que c'est vrai que payer plus cher pour telle application ou telle montre, ça va donner des résultats plus concluants? Elles sont de mieux en mieux, je dirais, mais c'est pas tout à fait exact encore. Je dirais si ça vous amène plus de stress qu'autre chose. Tu sais, des fois, là, on dort, on se réveille, on est de bonne humeur, on se dit qu'on a bien dormi, puis là, il y a des gens qui vont regarder leurs stats, puis c'est pas beau, puis c'est rouge, puis là, ça nous stresse. Je pense qu'il faut, avec parcimonie. Après, ça peut être des fois intéressant pour se comparer, tu sais, d'un moment à l'autre. Ou si il y a des gens que ça motive. Il y a des gens vraiment que ça va motiver puis qui vont, ben allons-y. Mais c'est pas un outil nécessaire qu'on a besoin nécessairement.
Maude Bouchard, tu as démystifié beaucoup, beaucoup de choses. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a plein d'éléments qui peuvent nuire à notre sommeil. On pourrait en parler longtemps. On pourrait en parler longtemps, mais j'aimerais vraiment que tu reviennes éventuellement pour parler des siestes. Je pense qu'il y a un dossier hyper intéressant là-dedans. Des siestes de 20 minutes, des siestes d'1h30. Oui. Peut-être parce que j'en ai fait plein. Mais t'avais un horaire de travail atypique. Exact. Ça aussi, on va en parler. On en fait des longues siestes dans ce temps-là. Oui, ça, c'est vrai. Maude Bouchard, merci beaucoup. Merci. C'est toujours super intéressant. J'espère que vous avez bien aimé l'épisode. N'hésitez pas à partager et je vous le rappelle encore une fois, je vous le dis à toutes les fois, vous avez des idées, des suggestions, des questions pour moi, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, allez-y, on s'en inspire toujours. Merci tout le monde, à bientôt.